Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, des peuples autochtones, Greta Thunberg, l'écologie a-t-elle besoin d'icônes, ou plutôt de gardiens? Avec nous, deux invités. La juriste Marine Kelmet, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Spécialiste du droit de l'environnement, vous militez pour la reconnaissance des droits de la nature et le respect des droits des peuples premiers dans le monde. Vous venez de recevoir le tout premier prix du livre de l'écologie pour cet ouvrage paru l'an passé, Devenir gardien de la nature pour la défense du vivant et des générations futures, paru aux éditions Tana, qui retrace notamment l'histoire de 3 ans de mobilisation contre les industries extractives en Guyane française, contre le projet de mine Montagne d'Or et les forages offshore de Total. À vos côtés, Laurence Bertrand d'Orléac, bonjour. Bonjour. Historienne de l'art, vous êtes aussi la nouvelle présidente. On dit encore nouvelle parce que l'année n'est pas terminée, hein. Ça fait un peu moins d'un an, la nouvelle présidente de la Fondation nationale des sciences politiques. Vous publiez aujourd'hui Un ours dans la tête autour de Greta Thunberg. Le livre paraît dans la collection Folio actuelle chez Gallimard. Un mot de la construction du livre avant d'en venir au sujet que vous partagez aujourd'hui et qui nous concerne. Il y a une forme de compte à rebours qui se joue à travers le chapitrage de votre livre, qui est autant d'entrées possibles pour comprendre la personnalité, le combat aussi de Greta Thunberg. On commence par 134, on termine par 0. Pourquoi ce choix-là? Oui, c'est une manière de dire que pour Greta, les adultes n'ont pas le bon tempo, au fond. Et donc, c'est une façon aussi d'introduire du temps qui presse dans le livre. C'est une forme, au fond, de scansion aussi de ce qui est un livre de fragments, comme vous l'avez remarqué. Voilà, il y a un compte à rebours, en effet. Deuxième question, pourquoi une historienne de l'art s'intéresse à cette icône de l'écologie aujourd'hui? J'ai vraiment travaillé à partir des images, de centaines d'images, de captations d'écran. Et j'ai pris en fait Greta Thunberg par la forme. Je pense qu'aujourd'hui, une historienne de l'art a envie de s'intéresser à la politique, mais par l'esthétique de la politique. Pourquoi ? Parce que le discours n'est plus primordial, s'il ne l'a jamais été d'ailleurs, mais enfin, il l'a été davantage. Alors que maintenant, ce sont vraiment les signes visuels qui comptent. C'est la façon d'être de Greta Thunberg, c'est sa façon de se présenter, sa façon de parler, sa façon d'être émue, c'est la façon, c'est-à-dire et d'autre part, son combat naît avec des images, c'est-à-dire qu'elle voit des documentaires, elle voit des images d'ours polaires qui vont mourir, et elle dit très clairement, je trouve, enfin, j'ai vu cela, et un ours s'est coincé dans ma tête. Je pars au fond de cette image très forte. Et donc, c'est la relation entre les images, finalement, et l'efficacité aussi de son combat qui m'intéresse. Voilà, parce que cet ours coincé dans sa tête, c'est aussi le retour aux origines, au déclic. Cet ours bloqué dans sa tête qui explique son engagement. Longtemps d'ailleurs, elle ne va pas parler et elle retrouvera la parole en s'engageant pour l'environnement, contre le réchauffement climatique. Il est donc question de façon, mais derrière les façons aussi de mobilisation et de fond, d'action, et ce, dans vos 2 livres. Ce samedi, des marches ont eu lieu un peu partout dans le monde, et notamment en France. Pas autant de personnes que souhaité pour les organisateurs, pour les militants, mais quand même des marches qui ont détourné le titre du désormais film culte Don't Look Up. Les manifestants ont appelé cette fois-ci à regarder en haut, là-haut. Des marches Look Up, c'est le nouveau nom. Ne laissons pas nos droits et notre futur rester otages de celles et ceux qui nous mènent à la catastrophe. Les seuls à pouvoir faire face à la crise climatique et sociale, les seuls à pouvoir enclencher le changement majeur dont nous avons besoin, c'est nous. Plus que jamais, nous disons ouvrons les yeux et reprenons notre avenir en main. Avec leur passivité irresponsable et criminelle, les gouvernements nous disent qu'on ne peut rien faire, mais c'est faux. Nous pouvons agir si nous en avons la volonté. Nous pouvons changer nos vies maintenant. Nous pouvons bâtir un avenir juste et soutenable pour toutes et tous. Nous pouvons faire payer les responsables. Et les 5 prochaines années seront décisives pour redresser la barre. Merci.
Voilà, la force d'un film comme Don't Look Up est peut-être d'avoir représenté le danger, hein, tout comme Greta Thunberg représente un espoir. Elle oblige à le regarder, à la regarder elle-même en face, hein, ce que vous racontez aussi dans votre livre, Laurence Bertrand d'Orléac. Marine Calmet, comment expliquez-vous ce déni climatique et l'appel aujourd'hui encore, toujours, à la prise de conscience qu'on a pu entendre notamment dans ces marches qui ont eu lieu samedi? Alors, tout simplement parce que, d'une part, il y a le profit de quelques-uns, qui est une question centrale. C'est-à-dire, moi, je me suis battue avec le collectif Hors de question contre des industries minières et pétrolières, où clairement, le profit court-termiste, l'exploitation à outrance de la terre est ce qui guide l'action humaine et la raison même de l'existence de ces entreprises. Donc, enlevez-leur l'idée de profit, l'idée d'exploiter la terre pour en faire de l'argent, et vous leur ôtez en fait leur raison d'exister, leur raison de vivre. Et donc ça, c'est évidemment un sujet crucial, parce qu'en fait, c'est aussi finalement notre rapport à la nature qui est questionné, la manière dont on se comporte vis-à-vis de la terre, dont on prend sans jamais rendre en retour. Et puis après, il y a toute la question de l'impact politique que nous pouvons avoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui aurait le pouvoir justement de détourner ces entreprises de leur but initial, de leur redonner une nouvelle raison d'être? On pense très souvent que les politiques peuvent agir, qu'ils sont les seuls finalement à avoir les pleins pouvoirs, et pour autant on se rend compte de la collusion évidente entre ceux qui sont au pouvoir, qui ont un mandat souvent très court pour agir, et dont finalement l'idée première, les convictions premières sont souvent rattachées eux aussi à des objectifs court-termistes, qui est de créer de l'emploi. Mais ce déni, il est quand même généralisé. Il nous concerne tous, les citoyens au premier rang. Vous pensez que prise de conscience et action vont de pair, j'imagine, aujourd'hui, et d'où la nécessité de ces marches. Vous y étiez, vous? Bien sûr. Samedi, là, on entendait un extrait d'une manifestation, d'une marche qui avait lieu à Toulouse. Ces manifestations, même s'il n'y a pas eu autant de monde que souhaité, quel est le but? Qu'est-ce qu'elles visent? C'est un effet galvanisateur, ça nous regroupe, ça nous fait du bien, énormément de bien. Il faut savoir que quand on est militant et quand on vient de lire le rapport du GIEC et quand on se rend compte que justement dans l'élection présidentielle, on ne parle pas de ces sujets, eh bien ça fait du bien de se retrouver, de se parler, d'être ensemble. Après, justement, il y a la question de se rendre compte qu'on peut être acteur, parce que bien souvent, le problème de l'action politique, c'est elle nous semble nous rendre captifs. C'est-à-dire, il faudrait changer, avoir de nouveaux élus, de nouveaux représentants pour pouvoir enfin changer les choses. Et cette militante qui prend la parole, elle a raison de nous rappeler que c'est chacun d'entre nous qui doit agir. C'est pour ça que moi, je travaille sur ce concept de gardien et de gardienne de la nature, parce qu'il ne faut certainement pas attendre de quelqu'un d'autre qu'il fasse le travail à notre place. Il n'y a que nous qui pouvons agir, en fait. Voilà, et le dernier rapport du GIEC, paru il y a 10 jours, entre le Covid et le début de la guerre en Ukraine, est passé plutôt inaperçu. En 2-3 mots, qu'est-ce qu'il contient? Puisqu'on est aussi là pour informer. Tout simplement le fait que la fenêtre d'action est en train de se refermer, définitivement, que chaque minute perdue est une minute qu'on ne pourra pas rattraper, et qu'aujourd'hui, il y a une très forte probabilité pour que justement, nous sommes aujourd'hui dans cette phase de réchauffement climatique. Il n'y a pas demain une crise climatique, elle est là, elle est bien là, et il s'agit maintenant, en fait, finalement, d'éviter le pire, et de faire en sorte que nous préparions notre société. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est le symbiocène. On sortirait de l'âge de l'anthropocène pour rentrer dans l'âge du symbiocène. C'est Glenn Albrecht qui parle de ça. Donc, toutes nos forces aujourd'hui doivent être tournées vers l'âge du symbiocène, c'est-à-dire mettre en phase notre société avec les lois du vivant. Et c'est tout ce travail qui est lié au mouvement des droits de la nature, c'est-à-dire adapter notre société au fonctionnement, au biomimétisme finalement, qui est la seule finalement solution pour répondre à l'urgence climatique. Greta Thunberg, elle s'est fait connaître aux tribunes de l'ONU comme à celle des COP, et notamment la COP 24 qu'il a révélée en Pologne, c'était en décembre 2018, où elle disait « Nos dirigeants se comportent comme des enfants ». Avant d'en revenir, Laurence Bertrand d'Orléac, à ce renversement des hiérarchies et des valeurs qu'elle opère, Greta Thunberg, elle s'est aussi fait connaître dans la rue, lors des marches climatiques, et notamment avec ces vendredis où elle déclarait la grève scolaire. Hein. Ça, c'est un mode d'action qui était important aussi dans son parcours.
Oui, en fait, elle a décidé de cette grève scolaire toute seule. Elle était liée à des militants qui proposaient plutôt des actions justement de rue, des actions plus classiques, disons. Elle a eu cette idée aussi à la suite en fait de la fusillade de Parkland, qui a été importante, je crois, comme détonateur, pour en général, pour l'apparition de la jeunesse en fait, qui se révolte et qui prend en effet sa part en tout cas dans le combat contre la violence, en l'occurrence à Parkland. Et donc elle a décidé de faire cette grève, pas n'importe où en fait, devant le Parlement de Suède. Je note que dès le départ, au fond, elle a quand même une certaine confiance probablement dans les instances politiques, c'est-à-dire qu'en commençant cette grève scolaire, donc tous les vendredis, devant le Parlement, d'une certaine manière, elle s'adresse aussi aux adultes et elle passe au fond, par un dispositif et par un symbole qui est très fort et qui est un symbole politique, donc de représentation démocratique. En cela, peut-être, on peut dire qu'elle est assez suédoise, si je puis dire. Vous faites partie, Marine Calmet, de son fan club, pour reprendre le terme utilisé par Laurence Bertrand d'Orléac dans ce livre, Un ours dans la tête, qui compte de hautes personnalités aujourd'hui. Christine Lagarde, Angela Merkel, Barack Obama, le prince Harry. Son fan club, écrivez-vous, Laurence Bertrand d'Orléac, est à géométrie variable, mais les dirigeants veulent en faire officiellement partie, à quelques exceptions près. Plus sérieusement, c'est une figure qui vous a inspiré, entre autres, ou en tout cas interpellé, Greta Thunberg, à un moment dans votre parcours de militante? Oui, tout à fait. Elle a des modes d'expression très simples, très naturels, presque naïfs en fait, parce qu'elle fait avec ses moyens d'enfant. Et justement, elle montre que chacun d'entre nous peut y arriver. Une jeune fille, une enfant, et a fortiori donc des adultes, avec tous les moyens d'action dont ils pourraient disposer, peuvent le faire. Et donc c'est très inspirant. Et le fait que justement dans notre société, elle trouve un écho aussi fort, c'est rassurant parce que elle est une femme, elle est fragile, et elle montre que justement chacun d'entre nous peut se dépasser et peut changer radicalement la société. Donc oui. Un mot de votre déclic à vous, Marine Calmet, du début de votre engagement. Il remonterait à quand? À quand datez-vous ce nouveau souffle que vous avez pu rencontrer et le choix que vous avez fait de mettre votre expertise aussi de juriste au service de cette cause? Alors moi, bizarrement, c'est justement parce que j'étais extrêmement lasse des marches, des pétitions, des mobilisations que je trouvais, pour mon expérience personnelle, pas suffisantes. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose parce que j'allais me griller en fait avec tout ça. J'étais constamment en manif. Et en fin de compte, j'ai croisé, alors complètement par hasard, une délégation amérindienne, autochtone, en visite à Paris et qui m'a parlé du projet Montagne d'Or en Guyane, qui m'a dit on a besoin d'une juriste pour nous aider à récupérer nos terres en Guyane, une promesse qui avait été formulée en 2017. Et je me suis dit, c'est peut-être là que je vais comprendre en fait quelque chose, prendre de la distance avec notre monde, aller comprendre à travers leurs yeux ce qui se passe dans leur société et comment ça se fait que eux ont réussi à protéger leur culture, à protéger leur lien à la nature. Et c'est ce qui s'est passé, ça c'était mon déclic personnel, c'est d'apprendre en fait à comprendre notre monde, mais à travers leurs émotions, leur vie, leurs ressentis. Et du coup, en tant qu'occidental, d'être en mesure de proposer des solutions, pas pour les aider eux, mais pour nous aider nous, parce que c'est nous le problème. Donc ça, on est en 2017, il y a 5 ans à peu près. Vous décrochez au même moment votre diplôme d'avocate. L'association vous propose un job, un poste là-bas en Guyane et vous acceptez. Là, vos parents ne sont pas très rassurés et vous disent c'est bien d'aider les Amérindiens, mais ce n'est pas un travail, c'est un hobby. Ils ne comprennent rien, ces adultes? Non, je pense qu'ils étaient effectivement inquiets de me voir partir, surtout que le territoire de Guyane, c'est pas un territoire sympa. Hein. C'est pas juste des singes, des oiseaux, etc. C'est un territoire de lutte, c'est un territoire colonisé, c'est un territoire de souffrance et extrêmement violent. Et c'est ce que j'ai voulu raconter aussi dans mon livre. Quand on est militant, activiste sur ce territoire, c'est aussi extrêmement
violent. Il n'y a qu'à voir par exemple les attaques qu'a subi Greta Thunberg. C'est une violence inouïe en fait. Et pour retrouver le calme ensuite et pour retrouver la paix et proposer quelque chose de positif pour notre société, ça demande une extrême maturité. Et je trouve que justement dans le combat écologiste, il faut revenir aussi à ça, c'est-à-dire quelque chose qui est positif, qui fait grandir notre société, quelque chose de fertile au même titre que la terre. Si on veut soigner la terre, il faut aussi nous soigner nous. Et c'est en racontant, pour le coup, mes déclics, parce qu'en fait, il y a eu plein de déclics pendant ces 3 années en Guyane, que j'essaye de proposer une autre vision de l'engagement. Qu'est-ce que c'est s'engager pour faire grandir quelque chose à l'intérieur de soi et faire évoluer notre société? Il faut avoir le cuir épais et on imagine aussi que la carapace qu'a dû se constituer Greta Thunberg est importante et solide, on l'espère en tout cas, parce qu'elle s'est pris bon nombre d'attaques, de critiques depuis qu'elle s'est lancée dans cet engagement, hein, Laurence Bertrand d'Orléac. Oui, elle est une forme de marqueur, disons. Quand vous citez son nom, elle déclenche de l'enthousiasme, mais aussi éventuellement de la haine. Et c'est intéressant, c'est très intéressant, et ça reste mystérieux, cette haine, justement. Elle a fait de sa faiblesse une force. C'est quelqu'un qui parle de sa maladie d'autiste, en fait, un peu comme le prince Mishkin dans L'Idiot de Dostoïevski, c'est-à-dire avec beaucoup de simplicité. Et elle va jusqu'à dire, elle, que ça n'est pas une maladie, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'au contraire de ce qu'on raconte, c'est pas ce qui l'empêche d'être juste, mais précisément parce qu'elle est autiste, elle arrive, et parce qu'elle est faible, elle arrive à être forte. C'est tout son paradoxe. Elle a l'art du paradoxe. Et en effet, ce qui est certain, c'est que c'est David contre Goliath. Et c'est quelqu'un qui véritablement a transformé son impossibilité de vivre, hein, puisqu'elle a été vraiment en grave dépression. Enfin, c'est quelqu'un qui ne se levait plus, qui ne parlait plus, qui ne mangeait plus. Et tout d'un coup, elle a décidé qu'il y avait un combat à mener. Et elle s'est levée et elle dit à ce moment-là, tout a changé parce que je n'avais pas d'amis, j'ai eu des amis, je ne parlais pas, j'ai parlé, etc. etc. Donc c'est un cas très intéressant de catharsis, disons. Et j'en reviens juste à cette inversion des valeurs, hein, qu'on a évoquée, notamment la manière dont elle s'adresse aux adultes. Hein. Vous revenez sur le moment où elle rencontre le pape François au Vatican en avril 2019, sur cet inversement ou sa capacité à transformer, à retourner le protocole, hein, et en le félicitant pour le soutien qu'il lui accorde. Vous écrivez, elle opère une forme de révolution symbolique, un renversement des valeurs et des hiérarchies, adulte, enfant, expert, non expert, rhétorique, non rhétorique, déclaration, action, humain, ours. Elle est en permanence dans le retournement, hein. Oui, c'est probablement ce que nous disent d'ailleurs un certain nombre de personnes comme elle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même paysage mental, mais ils nous obligent en fait aussi à nous-mêmes, au fond, ne plus rester dans nos zones de confort, mais à essayer d'entendre et de comprendre ce que dit, en l'occurrence, Greta Thunberg, qui, au début, peut paraître absolument inaudible, parce que c'est même extravagant de penser qu'on l'a écoutée dans des lieux aussi officiels, aussi codés que l'ONU. Et ça, c'est un événement, je crois, à nul autre pareil. Enfin, c'est une grande première, hein. Alors réécoutons-la pour essayer de comprendre comment ces mots ont pu résonner dans de telles institutions et bien au-delà. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. There is no planet B. How dare you? There is no planet blah. I don't want you to be hopeful. How dare you? I want you to panic. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Words that sound great. I want you to act as if the house was on fire, because it is. We are in the beginning of a mass extinction. This is all wrong. Tout cela ne va pas. I shouldn't be up here. Je ne devrais pas être ici, mais à l'école, de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez nous demander à nous, les jeunes, de l'espoir. Comment osez-vous?
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles vides de sens. Et encore, je fais partie des chanceux. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent, du conte de fées d'une croissance éternelle. Comment osez-vous ? Greta Thunberg, en quelques mots, signe, symbole, hashtag, et c'est signé Thomas Beau. Greta, la prophétesse, vous dites qu'elle fait penser au Pythie grec, voire à Jeanne d'Arc dans certaines de ses interventions, Laurence Bertrand d'Orléac. Oui, c'est vrai, dans les images que j'ai pu accumuler, en fait, elle m'a fait penser évidemment à Jeanne d'Arc, de Dreyer, de Bresson, de Dumont surtout. Et elle a quelque chose comme ça, c'est-à-dire ça ne peut pas attendre. Dans le procès de Jeanne d'Arc, c'est aussi une affaire de tempo. Ça ne pouvait pas attendre et il fallait se battre. Il y a quelque chose de cela. Il y a quelque chose aussi de sa compatriote Greta Garbo qui ne sourit jamais. On lui reproche, ses détracteurs lui reprochent de ne jamais sourire. Or, c'est faux. Si on regarde bien les images, de temps en temps, elle sourit et c'est absolument incroyable. Justement, c'est spectaculairement beau quand elle sourit, un peu comme Greta Garbo dans Ninotchka, enfin le seul film où on la voit sourire. Donc il y a des émotions chez Greta, il y a beaucoup d'émotions justement. Voilà, je rappelle que c'est le livre « Un ours dans la tête », Greta Thunberg, d'une historienne de l'art, vous, Laurence Bertrand d'Orléac, qui décryptez aussi ces images, ces signes et ces symboles, parce qu'il en est beaucoup question, et notamment avec Greta Thunberg. Vous avez parlé de David contre Goliath tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on peut vous retourner la question, d'une certaine manière, Marine Calmet, face au pouvoir des lobbies, à leur bataille d'avocats, à l'argent qu'ils mobilisent dans leurs actions. Être gardien de la nature, c'est-à-dire s'opposer à eux, c'est souvent un boulot bénévole, un boulot à plein temps, un boulot pas facile. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui s'y engagent. Ces gardiens, eux, ils vont se battre avec leurs armes. Quelles sont-elles ? Est-ce que vous classez parmi ces armes c'est la bataille de l'image ? Je veux dire, est-ce que c'est aussi un combat vraiment important à mener pour pouvoir contrer le pouvoir et l'argent des lobbies ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Devenir gardien de la nature » au pluriel, parce que je pense qu'il y a déjà la force du nombre qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que je suis intimement persuadée que seul, on ne peut rien faire. Et c'est important de se reconnecter aux autres, humains et non humains. Ça fait partie d'un cheminement essentiel. La force du nombre joue énormément pour montrer qu'en fait, on n'est pas... justement, David contre Goliath, on est plein de David. Et la différence, elle est là, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une infime minorité d'êtres humains qui profitent du désespoir de tellement d'autres. Et donc, c'est pour ça que la force du nombre est donc rendre visible ce nombre. Parce que la force de l'image, elle est là aussi, en fait. C'est tout un peuple, ce sont des nations dans le mouvement du droit de la nature qui se révoltent contre des lois injustes. Par exemple, justement, ce code minier en Guyane, où la France est normalement censée assurer la protection de nos forêts amazoniennes, avec Emmanuel Macron qui symbolise, voilà, face à Jair Bolsonaro, soi-disant, l'État qui protège, lui, notre trésor, notre poumon vert, et qui en même temps en fait laisse passer les industries minières, les industries pétrolières sur le territoire de Guyane. Et ce que je voulais raconter dans mon livre, c'était vraiment rendre hommage à ces personnes qui sont souvent invisibles, des peuples autochtones dont on ignore tout sur le territoire français. La plupart des gens en France ne savent même pas qu'on a 6 nations amérindiennes survivantes de la colonisation sur le territoire français, et que celles-là, elles sont toujours présentes, leur identité, elle est vivante, et elle se bat face à ces projets. Et donc, c'était rendre visible leur combat, mais aussi le combat des membres du collectif Hors de Question. Ce ne sont pas des gens formés, ce ne sont pas des professionnels de la politique, des militants aguerris, c'est des gens comme vous et moi qui ont juste décidé de dédier leur vie à ce combat et à protéger leur forêt, leurs rivières, leurs fleuves. Et c'est ça qu'il faut comme déclic en chacun de nous, se dire, voilà, elle est là ma raison d'être,
c'est ça mon rôle dans ce corps social, dans cette communauté du vivant auquel j'appartiens. Or, OR, hein, comme hors de question. Ce métal précieux dans Hors de question, que vous avez repris pour le nom de ce collectif. Qui sont ces gardiens de la nature, du coup? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'assument aussi comme tels? Comment ils perçoivent leur rôle par rapport à la nature qu'ils défendent? C'est très particulier parce que pour les Premières Nations, il ne s'agit pas justement de rentrer dans un rôle de militant ou d'activiste. Eux sont pleinement conscients d'appartenir à la Terre. Sans la Terre, ils ne sont plus rien. Leur identité disparaît, leur culture est annihilée. Et donc, c'est la grande différence entre ces peuples qui ont conscience d'appartenir à la Terre et ces entreprises qui pensent que la Terre leur appartient. Et en fait, c'est un combat civilisationnel, culturel, et donc rendre en fait visibles ces gens qui ne sont pas des icônes, justement, qui ne sont pas mis sur un piédestal, qui sont vous et moi, c'était important parce que ça montre que notre société peut trouver des nouveaux repères aussi, et que les repères qu'on a actuellement, c'est-à-dire finalement le self-made man, celui qui réussit, qui crée son entreprise, etc., c'est peut-être pas le bon repère dans notre société. Mais est-ce que ces gardiens de la nature n'ont pas aussi besoin d'icônes, en fait? Est-ce que la question qu'on se pose aujourd'hui, l'écologie a-t-elle besoin d'icônes ou de gardiens de la nature? Ce ne serait pas des deux la bonne réponse. Est-ce qu'on peut gagner un tel combat, ceux que ces gardiens de la nature, tels que vous les nommez, mènent sans incarnation, sans porte-parole? Est-ce que finalement un profil comme celui de Greta Thunberg ou d'autres, hein, un peu plus iconiques, qui manient aussi, malgré elle, ça je ne sais pas, les codes, les symboles qui vont permettre de créer des images fortes dans les têtes, c'est pas essentiel de pouvoir conjuguer ces deux combats? Laurence Bertrand d'Orléac. Je pense que les deux, évidemment, sont importants. Elle a eu incontestablement une efficacité, disons, que les écologistes n'avaient pas eu avant elle. C'est-à-dire qu'ils l'ont reconnu d'ailleurs. Ils ont dit, ça fait des années qu'on répète la même chose et ça ne marche pas. Et Greta arrive, elle trouve comme ça l'espace médiatique et ça marche. C'est-à-dire qu'elle a en tout cas accès aux gouvernants, aux gouvernantes, et elle peut les rencontrer, elle peut avoir effectivement une forme de tribune exceptionnelle, et surtout elle peut faire des liens avec les autres meneurs, parce qu'elle n'est pas toute seule, disons, il y a des ramifications maintenant sur toute la planète, et donc en effet elle est une icône, mais maintenant parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup de leaders, et je pense que partout naîtront des leaders d'une certaine manière, et ils auront une efficacité, mais je suis sensible à cet argument qui est de dire que c'est aussi la multitude des actions qui marchera. C'est parce qu'elle arrive à lever des millions de jeunes gens que ça a marché. Je pense que toute seule, elle n'aurait évidemment pas réussi, mais quand on a vu que sa grève faisait boule de neige et que les manifestations étaient de plus en plus puissantes un peu partout sur la planète, à ce moment-là, évidemment, elle est apparue comme une meneuse, et ce qu'elle était malgré elle, mais ce qu'elle est devenue et ce qu'elle a véritablement, au fond, accepté contre toute attente, parce que je crois que ça n'était pas son but dans l'existence, bien sûr, de devenir une meneuse politique. Non, mais en même temps, elle interprète ses combats de manière, est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, Laurence Bertrand d'Orléac, assez primitive, tout en utilisant des outils modernes, évidemment les réseaux sociaux, Internet, tous ces hashtags qu'elle a pu développer et qui ont viralisé son action. Est-ce qu'il n'y a pas ce lien à faire aussi avec le combat de ces peuples autochtones qui sont au cœur de votre livre aussi, Marine Calmet? Je ne sais pas, est-ce que vous y voyez des ressemblances dans cette manière assez ancestrale de convoquer aussi les symboles et les combats? Et je trouve très intéressant dans l'extrait que vous avez choisi, rien que le timbre de sa voix, parce qu'en fait, on sent qu'elle est honnête, qu'elle parle avec le cœur. Et je pense que la différence justement avec les leaders politiques, enfin ceux qui prônent l'écologie depuis des dizaines d'années, la différence est qu'elle en appelle au sentiment, à ce qui vibre à l'intérieur de nous, et elle fait ressentir l'urgence, elle fait ressentir sa peur, sa propre peur. Et en fait, du coup, elle arrive à communiquer un sentiment à d'autres quand les
les politiques ou les scientifiques invoquent et convoquent notre esprit qui a du mal à passer en fait la barrière tout simplement de l'intelligence, de comprendre c'est cet écosystème de savoir, de connaissances qui s'imbrique et extrêmement dur à appréhender dans sa globalité. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'elle appelle à chacun de nous de se dépasser. C'est une icône dans le sens où en fait, elle nous amène à réfléchir à ce qu'on peut être de mieux avec ce qu'on a. Chacun d'entre nous, ce qu'on a. Et on a besoin dans une société de personnes comme ça. On a besoin de Gisèle Halimi, on a besoin de Raoni pour être des symboles de lutte. Parce qu'une société qui n'aurait jamais envie de se dépasser, mais ce serait une société triste, qui n'aurait pas d'avenir. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que on a autant besoin de ces jeunes qui seront des icônes pour d'autres jeunes et qui amèneront une génération à se dépasser, mais aussi les générations, je dirais, plus anciennes. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes déjà à la retraite, des personnes qui ont des années de lutte derrière elles. Je pense que même les plus âgés d'entre nous sont rassurés, au fond, de se dire, ça y est, la relève, elle est là, les jeunes reprennent le flambeau. Et c'est important pour les plus anciennes générations de se dire aussi, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai inspiré d'autres, j'ai été le leader aussi d'autres personnes. Moi, j'ai tout appris en écoutant les anciens, en Guyane, ici dans l'Hexagone. Et en fait, c'est cette transmission qui est très importante et qui nous amène à nous dépasser en tant que société. Il y a une transmission, il y a un suivi, il y a une continuité, on s'améliore. Voilà, il y a un passage de relais, et vous l'évoquez aussi dans votre livre, sur cette idée que Greta fait partie de la cohorte de ces philanthro-kids et de ces jeunes filles qui ont pris la tête de mouvements, de causes, de combats un peu partout dans le monde, Laurence Bertrand d'Orléac. Oui, je crois qu'il y a un passage de génération. Simplement, ce qui est évidemment étonnant, c'est qu'elle était très jeune quand elle a commencé, donc elle est très précoce d'une certaine façon. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'on la voit mûrir au fur et à mesure des années qui passent et des combats. Et en particulier, elle devient, on sent bien, beaucoup plus mûre, beaucoup plus... Et ça, c'est un petit peu l'impression qu'on a, en tout cas quand on enseigne comme moi. C'est-à-dire que les étudiants, on les voit aussi évoluer, on les voit grandir, on les voit... Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Elle a l'âge de ses combats au fond, et je crois qu'on a tous l'âge de nos combats. Voilà, et on parlait aussi de cette nouvelle génération dans les facs, dans les universités, dans les écoles, comme celle que vous présidez aujourd'hui, Laurence Bertrand d'Orléac, cette nouvelle génération qui se passionne pour ces sujets, s'y intéresse, se montre préoccupée. Il faut adapter les cours, il faut adapter les programmes, et notamment du côté du droit, qui s'est lui-même adapté. On parle aujourd'hui du crime d'écocide. C'est de nouvelles qualifications juridiques qui sont discutées en ce moment dans ces places du savoir. Tout à fait. Mais il y a encore 5 ans, on parlait de droit de la nature, on passait pour des fous furieux. Aujourd'hui, j'ai appris que c'était enseigné, par exemple, dans l'école de droit de Grenoble, à Sciences Po. Je donne régulièrement des interventions. Et puis, c'est même aujourd'hui, dans les écoles de commerce, j'ai été contactée par des écoles de marketing. En fait, voilà. Ça y est, en fait, pour moi, dès que ça passe à l'école, ça veut dire que ça fait partie du package de savoir que n'importe quelle nouvelle arrivant dans la société des adultes doit avoir avec lui pour faire partie de la communauté du vivant. Merci beaucoup à vous, Marine Kelmet. Merci à vous, Laurence Bertrand d'Orléac, d'avoir été avec nous toutes les deux aujourd'hui. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table qui a préparé et programmé cette émission, et notamment Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées aujourd'hui, Oriane Delacroix et Mayalène Despio-Couré pour La Grande Table culture, Thomas Beau à la réalisation avec Jean-Frédéric à la technique.